le principe d'un contenu, le principe d'une histoire, c'est de toucher à l'universel. Donc, plus cette histoire va parler à un grand nombre de personnes, et quelles que soient les générations, plus c'est réussi. Puis après, le format de diffusion, c'est une histoire de support de diffusion finalement. Et donc, plus vous le diffusez largement sur une multitude de supports, plus il a de chances d'aller toucher un maximum de personnes. Mais je pense qu'il faut toujours partir du contenu avant même de se poser la question de là où ce contenu va aller. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Balance ton héroïne. Aujourd'hui, c'est un épisode vraiment spécial puisqu'il a été enregistré en collaboration avec Steven Kittirat pour les rendez-vous des médias et que nous sommes ensemble entrés dans l'antre de Media One. Et c'est donc Justine Planchon, la présidente de Media One Prod, que nous avons pu approcher et interviewer. C'est parti. Balance ton héroïne, on vous présente Justine aujourd'hui. Je suis Justine Planchon, je suis présidente de Media One Prod. Media One Prod, c'est une verticale du groupe Media One, fondée par Xavier Niel, Mathieu Pigasse, Pierre-Antoine Capton. Et Media One Prod héberge 12 sociétés de production qui produisent en tout 1300 heures de programme. Ça représente en tout 600 personnes. Énorme. Qui sont donc 600 personnes, pour la plupart de l'ombre, qui produisent, qui écrivent, qui créent des émissions de télévision et des documentaires. Alors, Justine, la question que je vais vous poser, c'est pourquoi les médias? Qu'est-ce qui vous a mis sur ce chemin? Je pense que, comme toutes les personnes qui travaillent dans les médias, j'avais envie de me donner la possibilité de faire passer des messages, de rendre l'invisible visible. Et c'est vrai que quand on a un support comme celui de la télévision, des plateformes, de la radio, c'est des supports géniaux pour le faire. Donc je me suis pas trop posé la question. J'avais très envie de dire des choses et de raconter des histoires. En parlant d'histoire, vous êtes fasciné par les héroïnes, notamment de guerre. Qu'est-ce qui vous inspire chez elles? Ce qui m'inspire, j'ai déjà beaucoup d'admiration pour ces femmes qui partent sur des terrains de guerre qui sont évidemment extrêmement violents, des terrains de guerre qui sont aussi préemptés pour la plupart par des hommes. Et donc de voir ces femmes qui tout d'un coup prennent le risque de partir sur un terrain de guerre pour nous informer. Je trouve que c'est carrément admirable. Donc ça m'inspire parce que j'y trouve du courage, parce que j'y trouve des valeurs hyper fortes, j'y trouve une responsabilité incroyable. Voilà. La question, Justine, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer tous les jours, à vous lever tôt le matin et à dire je continue à faire ce que je fais? Alors il y a plusieurs choses. Déjà, je continue de me dire que ce métier est génial. Et ça fait plus de 25 ans que je le pratique. Donc c'est plutôt bon signe pour le métier. C'est un métier où on rencontre 1000 personnes, toutes plus intéressantes les unes que les autres. J'ai la chance d'avoir des équipes qui sont super motivantes aussi au quotidien, qui me nourrissent en permanence. Je me sens une responsabilité, et cette responsabilité, elle tarit pas les jours passants. Au contraire, elle s'épaissit, elle augmente et elle devient de plus en plus solide. Et puis, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, c'est un luxe de pouvoir travailler dans un secteur comme celui-là. Parce que j'ai la possibilité de raconter des histoires, j'ai la possibilité de les dire, j'ai la possibilité de faire émerger des talents, des gens. Donc franchement, oui, je me lève tous les matins en me disant que j'ai beaucoup de chance. Alors les gens me demandent, c'est quoi Media One? Tellement vous faites tellement de choses. En fait, vous produisez des émissions, du flux, c'est ça? Des documentaires? Alors, Media One. Ouais. Media One, donc c'est une entité qui a été créée par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel, Mathieu Pigasse, et qui comprend plusieurs corps de métier. La production, donc produire des émissions de télévision, produire du documentaire, produire du cinéma, produire de la fiction, produire des dessins animés. De la distribution, distribuer ces programmes, ces contenus, pour faire en sorte qu'ils puissent exister sur les chaînes de télévision, sur les plateformes, en France et à l'étranger. D'accord ? Diffuser,
puisqu'on a aussi des chaînes de télévision, et donc diffuser ces contenus au travers de nos propres chaînes. Voilà, et ça, c'est ce qui fait le métier de la diffusion. Donc, production, distribution, diffusion. Puis après, il y a tout le back-office. Voilà, et là, effectivement, il y a du taf, mais pour ces 3 verticales-là que sont la production, la diffusion et la distribution. Est-ce que vous faites aussi le format podcast ? Tout à fait. On a un super podcast produit par Stéphanie Guérin et animé par Laurent Carilla sur les addictions. Voilà, on a un formidable podcast aussi qui reprend C'est dans l'air, un autre qui reprend celui de C'est à vous. Oui, on fait du podcast, bien sûr. Ce serait dommage de s'en passer. Vous avez dit dans un article qu'il faut mettre vous parlez de talent, mais des personnes qui sont en reflet de la société, donc pour être beaucoup plus, on va dire, crédible et en cohérence avec du coup le public qui nous regarde. Pour vous aujourd'hui, c'est quoi le meilleur format ? C'est un mélange vous disiez l'autre jour, décloisonner les formats. Donc il faut faire quoi comme type de format pour que ça puisse bien marcher ? Alors moi je réfléchis pas comme ça. Ça part d'abord du ventre et je me dis qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Qui j'ai rencontré qui me donne envie de raconter une histoire. Voilà. Donc déjà ça part de ça. Et puis après le format il s'adaptera toujours à l'histoire que vous avez envie de raconter. Et encore une fois, et on en parlait juste avant l'interview, non mais le principe d'un contenu, le principe d'une histoire, c'est de toucher à l'universel. Donc plus cette histoire va parler à un grand nombre de personnes, et quelles que soient les générations, plus c'est réussi. Puis après, le format de diffusion, c'est une histoire de support de diffusion finalement. Et donc plus vous le diffusez largement sur une multitude de supports, plus il a de chances d'aller toucher un maximum de personnes. Mais je pense qu'il faut toujours partir du contenu avant même de se poser la question de là où ce contenu va aller. Je dis ça parce que des fois, il y a des beaux sujets sur YouTube qui fait pas beaucoup de vues, et sur TikTok, on met un chat par exemple, ça cartonne. Après, oui, et puis l'inverse c'est vrai aussi. Hein. Il y a des vidéos sur TikTok qui cartonnent pas et puis qui cartonnent sur YouTube. En fait, il y a la chance aussi, peut-être des algorithmes, il y a plein de trucs qui jouent. Ça, moi, j'y connais pas grand-chose parce que c'est moins ma partie, puisque moi, je produis du contenu, mais je suis pas derrière YouTube ou derrière TikTok. Ce que je sais, c'est que plus vous multipliez les supports, plus vous avez de chances d'impacter et de toucher un grand nombre de personnes. Et que en fait, on va dire le vrai modèle, ce serait de pouvoir se dire qu'un contenu est diffusé sur le digital, sur un ensemble, diffusé sur le linéaire, diffusé sur les plateformes. Là, vous brassez très très large. Voilà. Ok. Pour vous, c'était quoi les rencontres les plus marquantes au cours de votre carrière ? Il y en a beaucoup. Parce qu'encore une fois, je vous disais, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens vraiment hyper intéressants. Mais les rencontres marquantes et, on va dire, déterminantes, c'est ma rencontre avec Alexia Laroche-Joubert. J'ai 20 ans et elle me propose de travailler avec elle sur la Star Academy. Donc c'est une rencontre déterminante parce que c'est une femme, parce qu'elle me tend la main et parce qu'elle décide à un moment donné d'être dans la transmission avec moi et puis voilà, de me donner suffisamment de tips pour que j'intègre Endemol et la Star Academy. Et puis l'autre rencontre déterminante, c'est Pierre-Antoine Capton qui est le président donc de Media One. Et qui à l'époque me propose de rentrer dans sa société qui était Troisième Œil Production. Il y avait très peu de gens, mais il y avait beaucoup de désir, il y avait beaucoup d'envie, il y avait beaucoup de passion et voilà, il m'a proposé de venir avec lui et de faire ce bout de chemin là avec. Et aujourd'hui, si je suis chez Media One, c'est parce que je l'ai rencontré il y a 17 ans. Oui, c'est quoi, 27 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le mec, il est fort en calcul, là. Non, je plaisante. J'ai exactement 27 ans. Ah bah, voilà. Ça, comme quoi. Bah oui. Il y a pas de... Le temps n'existe pas sur Internet. Non, le temps n'existe pas. Et d'ailleurs, pour revenir à l'âge, au temps, etc., il y a un truc qui est hyper important, c'est que l'obsolescence d'un contenu, l'obsolescence d'un sujet, c'est ce qui nous agite en permanence en disant oh là là, est-ce qu'on n'est pas en train justement de trop vieillir, de trop tirer sur la ficelle, La réponse à ça, c'est de s'associer aux nouvelles générations.
C'est-à-dire que moi, à un moment donné, si j'ai pas envie de vieillir ou de devenir une vieille grand-mère des médias, non, mais ça arrivera forcément un jour. Ma solution, ma clé, c'est de faire entrer les nouvelles générations dans nos métiers. C'est de leur donner la possibilité d'être visibles. C'est leur donner la possibilité de produire des contenus qui vont aussi aller toucher le linéaire, les plateformes, les réseaux digitaux, etc. C'est-à-dire que si ma génération, si la génération d'avant moi, parce qu'il y a des plus vieux que moi dans la télé, ne décide pas à un moment donné d'ouvrir les portes à cette nouvelle génération, je vous le signe, demain on sera les grands-parents du contenu, quoi. Moi, j'ai pas du tout envie de faire ça. Justement. On a besoin de tout le monde. Je pense que même bien sûr. Les personnes qui ont beaucoup d'expérience, ils ont un regard assez intéressant par rapport à leur parcours. Et il y a les jeunes qui vont sur le terrain, qui ont plus d'énergie, on va dire, dans le sens qu'ils peuvent bouger un peu partout. Et je trouve ça bien d'interconnecter les deux, quoi, en fait. C'est bien, et puis en fait... On va pas envoyer Pierre Lescure dans la rue en train de filmer les manifestations, quoi, vous voyez. Non, mais si, alors il pourrait, parce que il se trouve que... Ah, d'accord. Pour moi, par exemple, c'est intéressant, mais Pierre Lescure, c'est quelqu'un qui a tendu la main à toute une génération d'artistes, de talents, et qui continue de le faire aujourd'hui. Ouais. Et franchement, c'est une des personnes les plus modernes, les plus curieuses, les plus piquantes sur l'époque que je connaisse. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il a eu l'intelligence de s'entourer de gens issus d'une nouvelle génération et qui continuent de le faire. Et je pense que notre responsabilité aujourd'hui, c'est de pouvoir justement ouvrir grand les portes de nos milieux pour faire en sorte que cette génération soit entendue. Et par ailleurs, je reviens sur la première question que vous me posiez, rapport au miroir de la société, qu'est la télévision, que sont les plateformes, que sont les réseaux sociaux, les médias digitaux. Si on se concentre uniquement sur une génération de personnes, alors on est au tiers du miroir qu'on devrait être. Et là, on appelle ça un miroir déformant. Donc moi, ça me pose un problème, puisque notre métier, c'est de restituer la réalité. Donc la réalité, elle est constituée d'une jeune génération et d'une plus ancienne. Ça, c'est la réalité. Donc moi, je serais très à l'aise de pouvoir effectivement travailler en ce sens, c'est-à-dire faire rentrer de nouvelles générations, travailler avec elles. On le fait déjà, et il faut qu'on le fasse encore plus. Et par ailleurs, j'ai 2 mantras que sont la parité et la diversité. Oui. Pareil, si à un moment donné, les médias ne se posent pas la question de la parité et de la diversité, mais bien sûr, là aussi on sera un miroir déformant de la société. C'est-à-dire à quel moment la parité n'est pas un sujet, à quel moment la diversité n'en est pas un. D'ailleurs, sur un article que j'ai vu, Media One, c'est quoi, 69% d'hommes et le reste, c'est des femmes. Non, alors, nous, alors chez Media One Prod, j'ai parlé de Media One Prod puisque c'est la présidence que j'incarne aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes. Ah, bien. Voilà, donc ça, c'est déjà un bon point. Après, encore une fois, je suis pour l'équilibre. La parité, c'est l'équilibre. Je dis pas il faut plus de femmes que d'hommes. Je suis pour la parité. Bien sûr. Et par ailleurs, je pense aussi que concernant la diversité, on a un énorme travail à faire dans les médias pour aller chercher des gens qui ne nous ressemblent pas. Encore une fois, si on traite toujours avec des gens qui nous ressemblent, autant changer de métier. C'est un peu la peur de l'inconnu, quoi. Alors qu'en fait... Non, mais la peur de l'inconnu, de toute façon, ce qui sera inconnu restera inconnu à partir du moment où on ne va pas le chercher. Donc, encore une fois, rendre visible l'invisible. Ouais. Et c'est vrai que ça fait partie des responsabilités que chaque producteur devrait se poser et auxquelles il devrait être sensibilisé. C'est pas tout le monde qui pense comme ça, en tout cas. J'ai remarqué. C'est dommage. Ouais. C'est super dommage. On voit toujours les mêmes qui restent entre eux... nous, on essaye de faire mentir un peu ce système-là. La France, quoi, je trouve. La France, il suffit de sortir et on voit qu'il y a plein de couleurs, quoi. Je suis tellement d'accord. Il y a des couleurs, il y a des personnes en situation de handicap, il y a des gens valides, il y a des personnes dont les handicaps ne se voient pas. Il y a, en fait, il y a une pluralité de personnes. Plus on sera capable de la représenter, cette pluralité-là, plus on sera dans le réel. Ouais. C'est le rôle d'un média, pour moi, en tout cas. Ah, c'est carrément le rôle d'un média, ça je vous confirme. Chadine, tu as des questions? Merci, c'était très intéressant. Donc moi, j'ai 3 questions pour Balance ton héroïne, le podcast. Alors justement, vous parlez des créateurs de contenu. Comment... je sens que c'est un enjeu vraiment pour vous aujourd'hui. Alors comment vous approchez ces créateurs de contenu? Comment vous leur ouvrez les portes? C'est pas simple.
C'est pas simple parce que déjà ça part d'un désir et d'un goût personnel. D'accord, parce que moi je vais pas écrire une lettre de mission pour l'ensemble des collaborateurs de ma société en leur disant merci d'appeler les créateurs de contenu. C'est pas possible. Donc ma démarche elle est hyper simple. Je suis je me nourris énormément des réseaux sociaux. Quand je vois quelque chose qui est cool, j'écris direct. Salut, je trouve ça hyper chouette ce que tu fais. Est-ce qu'on peut rentrer en contact? Et puis après, j'ai des collaborateurs avec lesquels je travaille qui sont aussi sensibilisés à ça que moi et qui le font aussi. Et puis plus on est de fous, plus on rit, et donc plus le collectif devient important. Et en fait, aujourd'hui, on est en contact avec beaucoup de créateurs de contenu grâce à l'activisme de beaucoup de collaborateurs chez Media One. Voilà. Donc c'est un peu de la mano à la mano, quoi. On n'a pas genre un algorithme chez Media One qui nous fait détecter des talents plus que d'autres. Et c'est intéressant. Alors, mis à part Steven qui crée le lien justement entre les créateurs de contenu et les médias, c'est très intéressant parce qu'avant, en fait, pour nous, c'est comme si ce milieu était inaccessible. Mais ouais, mais c'est trop triste. Voilà, et là, vous êtes en train de me dire, mais moi, je suis sur les réseaux sociaux, si j'ai un coup de cœur, j'écris. Je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, eh bien, en fait, le monde des médias est accessible à qui veut, à qui crée et qui a envie de réussir. Et je trouve ça génial. Carrément, et plus que jamais aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas ça. Ça n'existe pas. Il y avait MySpace. Mais les grands diffuseurs n'y étaient pas. Et je me revois aller déposer mon CV chez M6 à l'accueil 17 fois d'affilée. Mon CV papier, quoi, que j'imprimais et tout. Et en suppliant la jeune femme de l'accueil de le donner à quelqu'un qui éventuellement serait au programme. Donc aujourd'hui, il y a un accès. Il faut s'en servir. Moi, je lis tout. Steven m'a écrit. Moi, j'essaye de tout lire. J'essaye de répondre à tout le monde. Pourquoi ? Pas parce que je veux être irréprochable et parfaite, mais parce que je me suis pris, quand j'étais plus jeune, tellement de bâche, tellement de ghosting, que franchement, si aujourd'hui moi je fais ça, ça veut dire que j'ai retenu aucune leçon du passé. Je les retiens toutes, les leçons du passé. Franchement, j'ai tellement galéré. Non mais vraiment qu'il n'y a pas de cas où je ghoste ou que je bâche quelqu'un. On n'est jamais irremplaçable. Non mais bien sûr, déjà on n'est pas irremplaçable. Et puis ce que j'allais dire, demain, je peux revenir aussi sur le marché et être moi à envoyer des mails pour être reçu. Ça peut m'arriver demain. Donc non, ça, j'essaye vraiment de répondre à tout. Puis après, il y a des choses qui me plaisent pas. Je le dis, je suis assez cash dans ces cas-là. Je dis franchement, je pense que voilà, le projet, en tout cas, n'est pas adapté à moi, ce que je recherche, à ce que j'aime. Ça veut pas dire qu'il l'est pas pour d'autres. Super, c'est une excellente réponse. Et pour votre petite expérience de déposer le CV, moi je sais que je l'ai vécu aussi, et pour moi c'était déjà beaucoup d'audace de faire ça, c'est-à-dire d'aller à l'accueil des médias, de TF1, de M6 et d'autres, et de dire je dépose mon CV et par chance peut-être qu'il atterrira sur un bureau et puis que la porte s'ouvrira. Je trouve ça génial. Ça fait de nous des héroïnes, en fait, j'ai envie de dire. C'est le début de l'héroïsme en tout cas. C'est ça. C'est ça. Alors justement, donc il y a ce regard sur les créateurs de contenu en tant que média, et comment on continue de s'inspirer, parce que vous étiez en train de nous dire en préparation de l'interview que c'était des coups de cœur et que ça venait de votre bide, et que c'était vraiment mon intuition qui me faisait aller vers. Comment on s'inspire encore pour créer des documentaires comme vous l'avez fait sur Orelsan, sur Antoine Griezmann? Comment vous vous inspirez et d'où vient votre intuition? Elle vient de ce que je lis, de ce que je vois, de ce que je regarde, des échanges que j'ai avec les uns et les autres. En fait, elle vient de toutes parts. Et je pense que ce métier, il faut d'abord le penser à l'envie.
et pas essayer de répondre aux opportunités qui sont dictées par, je sais pas, ce qui est à la mode, ce qu'on considère être tendance. En fait, on s'en fout de ça. La tendance et la mode, c'est vous qui la faites à partir du moment où vous êtes convaincu et que vous avez votre idée là au niveau du ventre et qu'ensuite elle remonte au niveau du cœur. Et ben là, après, ensuite, elle remonte au niveau de la tête et elle se formate. Mais au départ, créez vos propres opportunités. Et c'est ça qui est marrant dans la vie. Répondre au désir de quelqu'un, dépendre du désir de quelqu'un, franchement, c'est ce qu'il y a de pire. Donc, créez votre propre désir. Et quand vous avez une idée, et que c'est cette idée-là qui vous fait vivre, qui vous fait battre le cœur, où vous vous dites, mais en fait, je ne peux pas vivre si cette idée-là n'existe pas, mais je vous jure que vous allez la vendre. En fait, si c'est une question de vie ou de mort que cette idée existe, il n'y a pas de cas où elle n'existe pas. Et je le dis d'autant plus que je ne fonctionne que comme ça. Je fonctionnais hier comme ça et je fonctionne encore aujourd'hui comme ça. Moi aussi, je me prends des bâches quand je vais proposer des projets dont personne ne veut. Mais en fait, non, ce projet, il doit exister. Exactement. Donc, il existera. Il passera par une autre porte. Ouais, c'est pas grave. Il y a toujours des fenêtres dans une maison. Ouais, donc, si la porte est fermée, il suffit d'ouvrir toutes les fenêtres. Et puis, en plus, il y a aussi des sous-sols. Donc, s'il faut passer par le sous-sol, il faut y aller. Ce que je veux dire, c'est que si une idée doit exister, elle existera. Et ça, personne ne doit vous faire penser le contraire. Voilà. Donc, aujourd'hui, ma source d'inspiration, c'est tout. C'est le monde. C'est tous les gens que je rencontre. C'est tous les gens qui m'écrivent. Franchement, il y a que des gens... Il n'y a que des gens inspirants partout, je trouve, mais vraiment. Ouais, c'est très inspirant ce que vous venez de dire. Et justement, ça me fait penser à quelque chose. Hier, il y a une femme qui avait un projet, une idée, et qui ne voulait pas la partager. Et on lui disait, mais en fait, tu peux en parler de ton projet, tu peux en parler de ton idée, parce qu'en fait, elle n'appartient qu'à toi. Et il n'y a personne qui va te la voler et la transformer, cette idée. Parce qu'il n'y a que toi qui peux la réaliser tel que tu en es convaincu et tel que ton intuition te parle par rapport à ce projet ou cette idée. Et c'est à ça que ça me fait penser, et ça c'est très important pour toute l'audience, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Les idées, elles sont dans l'air du temps. Il suffit d'aller la chercher. Voilà. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait de cette idée ? Comment on la transforme ? Comment on l'accompagne ? Quelle texture on lui donne ? Quelle couleur ? Quel ton ? Etc. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le dire, et ce sera déterminant pour faire en sorte que cette idée devienne un projet ou pas. Donc voilà, mais encore une fois, moi je pense qu'il n'y a pas des idées, tout le monde a des idées. Franchement, et d'ailleurs, il ne faut pas créer de verticalité quant aux idées. Encore une fois, n'importe qui dans ce monde peut avoir une idée. C'est pas parce que je suis présidente de Media One Prod ou que t'es Steven que nous on a l'apanage des idées. Non, personne n'a l'apanage des idées. Tout le monde en a, et puis à un moment donné, tout le monde peut, s'il le souhaite, en faire quelque chose. Comme on dit, on n'invente pas la roue, quoi. La roue est déjà... Non. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir révolutionné quoi que ce soit. Mais si c'est le cas un jour, tant mieux. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, non. Donc, et puis, il faut y aller. Et puis, effectivement, être un tout petit peu audacieux. De toute façon, le vrai risque, c'est de ne rien faire. C'est ça, le risque, aujourd'hui. Ouais. Prendre le risque de faire quelque chose, c'est pas un risque en soi. Moi, je trouve que le pire des risques, c'est de rester chez soi et à subir. Voilà. Et à regarder ou observer le monde réussir ou les autres réussir. Ouais, puis le monde a besoin de nous, en fait. Quand je dis nous, c'est évidemment vous, c'est Steven, et c'est tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Le monde a besoin de nous. Le monde ne tourne pas à partir du moment où on s'en occupe pas. Voilà. Donc il faut qu'on se saisisse de cette responsabilité, et puis c'est à nous de faire passer les messages, c'est à nous de rendre visible l'invisible, d'aller toper des gens qu'on trouve formidables et de raconter leurs histoires. Ça c'est une vraie responsabilité. Moi je dis souvent, pas créateur, je dis moi, tu sais, connecteur. Ouais, connecteur, éclaireur, transmetteur. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que créer... on n'invente pas les personnages, quoi, mais en fait c'est détecter et après transmettre leur histoire et les faire basculer vers un support qui soit accessible à tout le monde. Ouais. C'est ça en fait. Ouais. Un intermédiaire. Quoi. Ouais. Exactement. C'est ce qu'il m'a dit Monsieur Lescure d'ailleurs. C'est ça. En parlant de Thierry Frémaux, il m'a dit que ah oui, vous avez totalement raison. Il faut des intermédiaires. Et j'ai dit que sans Thierry Frémaux, le festival de Cannes ne marcherait pas autant. Il m'a dit vous avez totalement raison. Parce que Thierry Frémaux, il a le côté relationnel, il met à l'aise les stars.
C'est pour ça qu'ils viennent d'ailleurs. Ouais, chacun est à sa place, chacun est dans son rôle, exactement. Les gens disent Festival de Cannes, ils viennent. Non, il faut des humains derrière qui savent les accueillir, qui savent. C'est vrai. Ça, on oublie ça. C'est vrai. C'est aussi ça un peu le mantra de 2023 dans notre monde aujourd'hui, c'est pouvoir fédérer autour de causes, c'est pouvoir se soutenir et co-créer ensemble. Et justement, donc, on vous en parlait, Justine, Steven, il a son champ d'action, moi j'ai le mien, mais ensemble, en fait, on se soutient et on essaye de co-créer parfois ou d'ouvrir des portes ensemble, quoi. Donc voilà. C'est exactement ce qu'il faut faire. Je crois énormément au collectif. Moi-même, je ne travaille pas toute seule et j'en serais bien incapable. J'ai la chance de travailler encore une fois avec des équipes franchement géniales. Et donc on est un collectif pour faire valoir nos idées, pour faire valoir des talents, pour faire valoir des contenus. Plus le collectif sera gros, plus nos idées passeront. Quand je parle de collectif, c'est aussi d'engager toute cette nouvelle génération autour de nous et de faire en sorte de créer des ponts, créer du lien. Et puis, encore une fois, je suis certaine que plus la responsabilité est pensée, partagée, plus on va créer un commun qui restera. Plus en fait on est en train de dessiner ce que sera le monde de demain. Et le monde de demain, il est fait d'une multitude de générations, d'une multitude de cultures, d'une multitude de femmes, d'hommes, LGBTQ+. Voilà, enfin, encore une fois, et je regarde le livre que j'ai sur la table, parce qu'il est important ce livre, ça s'appelle Femmes invisibles, comment le manque de données sur les femmes décide un monde fait pour les hommes. Nous, il est de notre responsabilité de faire émerger justement les datas, toutes les données qui sont invisibles, de les rendre visibles et de créer des contenus à destination d'un ensemble de personnes qui vont pouvoir le relayer au travers d'un bouche à oreille, au travers d'une plateforme, au travers d'une chaîne de télé, au travers d'un réseau social. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Non, mais merci à vous de vous être intéressés à ce qu'on fait. Voilà. Et encore une fois, je le dis, j'en profite, mais on a vraiment besoin de vous, quoi. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. On relève tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Il y a tout le monde étudie les messages de chacun et il y aura des réponses qui seront apportées à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Justine. Cet épisode de podcast est terminé. Je vous invite, s'il vous a plu, à mettre 5 étoiles sur le canal de podcast sur lequel vous l'avez écouté et à vous abonner, évidemment, au podcast Balance ton héroïne en cliquant sur la cloche tout là-haut. Voilà, donc je suis Géraldine Jakowski et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Balance ton héroïne.